Mesdames, Messieurs, évidemment, je suis très honoré qu'on m'ait demandé de dire quelques mots d'introduction à cette matinée sur une thématique dont on vient de souligner la relative nouveauté, mais je pense surtout l'urgence et la pertinence. Et puis je voudrais saluer Pascale Thumrel, parce que ce n'est pas un secret, si je suis là, peut-être quelques autres, c'est grâce à elle. Et Pascale est un modèle, je dirais, d'investissement responsable à elle toute seule, quoi, hein. Et fort investissement et forte responsabilité, en particulier dans une prise de conscience symétrique. C'est tout le sens de cette matinée, des acteurs économiques et financiers et des acteurs culturels. Et dans quoi? Dans des projets, et au-delà, dans une politique et dans des politiques de responsabilité sociale. Alors je ne vais pas entrer dans le débat, parce qu'on a déjà proposé effectivement aussi le terme de sociétal. C'est tout à fait intéressant pour un historien de voir comment bouge le vocabulaire. La première remarque que je voudrais faire, petite expertise des historiens, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette préoccupation qui ne s'appelait pas responsabilité sociétale ou sociale, visiblement beaucoup d'anglo-saxons préfèrent social, tout simplement, eh bien ça ne date pas d'hier, ça date au moins d'avant-hier. Bien entendu, on peut repérer la cristallisation à la fin du XXe siècle de quelque chose qui aboutit à ce matin. Mais quand vous réfléchissez au fonctionnement des sociétés pré-modernes, donc franchissons les temps modernes, qui sont évidemment fondateurs sur beaucoup de plans, en particulier sur la conception de l'être humain au cœur de la société, oui, mais si vous allez un peu plus haut, vous êtes devant des sociétés qui sont des sociétés profondément, prononçons le mot, religieuses. Et vous mettez dans religion tout ce que vous voulez, hein, pas simplement la conception chrétienne occidentale de la religion. Vous imaginez bien qu'un acteur économique, alors là aussi, c'est quoi un acteur économique il y a 10 siècles? Mais on peut le repérer. En tous les cas, les historiens parlent d'économie, du Moyen-Âge, de l'Antiquité, etc. Vous n'imaginez pas que cet acteur économique, il agisse indépendamment de la culture dominante religieuse de l'époque. C'est même ça qui est essentiel. Faire son salut, par exemple, dans la société chrétienne, c'est absolument essentiel. Vous ne pouvez pas être un artisan, vous ne pouvez pas être un entrepreneur au Moyen-Âge sans être obsédé par le salut. Donc, il est évident qu'à chaque époque, ces préoccupations se sont posées avec un vocabulaire qui a évolué. Je pense que la nouveauté, pas la rupture, parce que ce serait un jugement de valeur, c'est effectivement l'ensemble de ces temps modernes qui ont donné à l'économie, à une certaine conception de l'économie, une place au fond, capital dans le raisonnement, y compris le raisonnement politique. Donc ça me paraît absolument indispensable pour poser les enjeux, pour montrer, non pas pour relativiser notre manière de discuter, mais pour montrer qu'on se situe dans une continuité, qu'il faudrait peut-être relire, dans tous les sens du mot, ces siècles passés. Je pense que les historiens ne travaillent jamais sur le passé, je fais la remarque au passage, ils travaillent sur le temps. Et que donc, ce qui est intéressant, c'est justement que nous sommes dans un flux temporel. La deuxième remarque, c'est qu'au fond, l'histoire est une science expérimentale. C'est un peu provocateur. Bien entendu, il ne s'agit pas de dire qu'on peut reproduire les conditions d'expérience. Mais qu'est-ce que nous faisons, nous autres historiens? Nous passons notre temps à travailler sur des expériences, dont on peut mesurer, d'ailleurs, les résultats sur une échelle, aussi étonnant que ça puisse paraître, échec-réussite, par rapport aux objectifs des acteurs. Ce n'est pas un jugement de valeur du style « un tel était un méchant et il a échoué, c'est bien fait », ce n'est pas du tout ça. Mais tels acteurs se sont donné des objectifs et on peut, avec le recul du temps, et non pas du passé, se permettre de dire quels ont ces acteurs, ces actrices, atteint ou pas leurs objectifs. Et ça me permet de prendre un exemple intéressant qui concerne les industries culturelles. Je pense que celles et ceux qui communient dans la notion d'industrie culturelle, il y en a certaines et certains dans cette salle, vous savez à peu près à quel moment ce mot a été cristallisé. Donc là, c'est assez intéressant pour un historien, c'est une année, c'est 1947. Et c'est lourd, hein, 1947, la Seconde Guerre mondiale. C'est au sein d'une culture morte, anéantie, qui s'appelle la culture allemande. D'ailleurs, le fameux texte de Adorno et Horkheimer est publié à Amsterdam. La scène se passe en Pologne, c'est-à-dire nulle part. C'est-à-dire que, évidemment, des intellectuels allemands, juifs allemands, persécutés par Hitler, passés par l'Angleterre et les États-Unis, qui veulent écrire encore en allemand en 1947, ils publient à Amsterdam. Et c'est là qu'ils inventent la formule industrie culturelle. Je pense que je n'apprends rien à personne. Évidemment, là où c'est important,
c'est que ces survivants d'école de Francfort, ils font comme l'abbé Grégoire à la Révolution française quand il a inventé le mot vandalisme. Il a eu cette belle formule, j'ai inventé le mot pour écraser la chose. Ils ont inventé industrie culturelle, surtout Adorno, mais aussi à Horkheimer, pour écraser la chose. L'industrie culturelle, pour les fondateurs de la formule, c'est le mal. C'est péjoratif. C'est la culture de masse. Et il y a un mélange subtil, j'allais dire d'élitisme universitaire, c'est quand même tout ce qui reste de la grande université allemande, d'avant 1933, de marxisme, mais un marxisme très chahuté, 1947. Les marxistes de l'école de Francfort, ils ont Staline en face d'eux. Bon, Staline est un grand intellectuel marxiste, ça c'est clair, mais bon. Non, c'est une démarche qui consiste à identifier l'ennemi, qui est l'industrie, les industries culturelles. Or, ce qui m'avait frappé, c'est que, bon, on sait ça, grosso modo. Il faut aller plus loin, d'où l'expérimentation. Une dizaine d'années plus tard, j'avais fouillé à la Bibliothèque nationale de France, le premier texte en langue française. Alors effectivement, là, on part de la culture allemande et d'Amsterdam, mais on arrive à la culture française. Le premier texte qui, dans la culture française, met en avant comme titre les industries culturelles, c'est un rapport de la promotion cette année-là des élèves d'HEC. Et c'est devenu positif. Plus exactement, c'est devenu neutre, donc positif. C'est-à-dire qu'il y a eu un ressaisissement du concept dans un sens qui s'est révélé, effectivement, me semble-t-il, beaucoup plus... Alors là, c'est un jugement de valeur peut-être, en tous les cas, c'est fonctionnel, pertinent, que la perspective d'Adorno-Horkheimer. Ça me paraît dire beaucoup de choses, parce que c'est une fable que je viens de vous raconter. Qu'est-ce que c'est qu'une fable? C'est une histoire avec une morale au bout, hein, chez La Fontaine ou ailleurs. Donc vous avez cette petite histoire, et la morale, c'est que, j'allais dire, la société a toujours raison. Ce qui est d'ailleurs souvent redoutable. Hein. Mais la société a toujours raison. Donc la société a tranché. On lui avait fabriqué le terme d'industrie culturelle avec des intentions philosophiques et politiques assez précises. Elle en a fait tout à fait autre chose. Et ça devrait faire réfléchir sur la suite. La suite, c'est ici et maintenant. Hein. C'est ce matin. Je pense qu'il faut se poser déjà la question, puisque je parlais de culture dominante, de ce qui ressemblerait à une culture dominante, là, ce matin, en 23 juin 2023. Et puis, se poser la question du rôle, en particulier, des industries culturelles d'aujourd'hui, en face de cette culture dominante. Je pense qu'on ne peut pas qualifier exactement cette culture dominante, mais on peut en donner quelques éléments moteurs. Ce qui me paraît clair, c'est que l'importance qu'occupe désormais chez elle l'urgence écologique, appelons ça très simplement, et qui a une chronologie intéressante aussi, qui se situe au cœur des 30 Glorieuses, avant les crises des années 70. Cette universelle, parce qu'il y a plusieurs formes d'universalité, ça c'est une universalité de l'urgence écologique, dit beaucoup de choses du statut du religieux, n'hésitons pas à utiliser le terme, et veillons sans jugement de valeur aussi, dans nos sociétés. D'une certaine façon, l'écologie politique sera la cristallisation de ce qui s'est appelé au début de la modernité l'économie politique. Donc on peut résumer les temps modernes dans ce rapport, dans un glissement continu de l'économie politique jusqu'à l'écologie politique. Et le rapport religieux n'est certainement pas exagéré. On peut dire que nous sommes dans un univers dont les sensibilités ont modifié le rapport, en particulier à la transcendance. Je ne suis pas le seul, et ce n'est pas du journalisme, ça me paraît très documenté scientifiquement, qui puisse dire qu'on est passé insensiblement de Théos à Gaïa, voilà, pour ne pas dire de Dieu le Père à la déesse mère. Ça impose donc un agenda aux cultures politiques qui, elles, ont pour fonction de traduire ces cultures dominantes en programme civil. Attention, je sais que je parle ici dans le temple de l'universalisme, et j'ai communié dans cet universalisme dans ma très lointaine jeunesse quand je militais au club UNESCO. Mais oui, des programmes civils en fonction des cultures nationales. Et ça, il faut le dire. Vous imaginez aisément que la traduction qui peut être faite des cultures dominantes, pas seulement dans la dimension écologique, qu'il faut prendre au sens le plus large du terme, vous le comprenez,
la traduction sera assez différente entre la culture nationale islandaise et la culture nationale de la Corée du Nord. Bon, les cultures nationales, ça perdure. Les industries culturelles, comme elles l'ont fait pour toutes les cultures dominantes antérieures des temps modernes, contribuent doublement à l'expansion de la culture. Elles l'illustrent et elles la modifient. Illustration et infléchissement. Ça a déjà été évoqué il y a un instant. Vous fermez les yeux, puis vous piochez au hasard. Bon, alors, je ferme les yeux, je pioche au hasard le dernier film Pixar qui vient de sortir il y a 2 jours, Élémentaire. Il est évident que si vous connaissez déjà le scénario de ce film, c'est tout à fait intéressant de voir quelle est l'idéologie implicite de ce film. Pour un historien, c'est un exemple parmi 10 000 du rôle que les industries culturelles peuvent jouer. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de consensus, les industries culturelles pensent qu'elles peuvent jouer un rôle, et les historiens peuvent dire oui, oui, en effet, on peut vous le prouver. Et en même temps, bien entendu, il faut voir que le fait de jouer un rôle, c'est un rôle. Hein. Donc pour ceux qui pensent que cette allusion au dernier film Pixar est un peu obscure, je vous renvoie au visionnage du film. Enfin, c'est tout un discours sur le vivre ensemble, la mixité, moitié universalisme, moitié clanisme d'ailleurs, quand on fait c'est passionnant. Simplement, vous avez chaque jour 10 000 films Pixar comme ça, hein, c'est-à-dire qui sont la vérification du rôle éminent que pensent avoir, et j'ajoute à juste titre la plupart du temps, les industries culturelles. Mais au fond, pourquoi ? Parce qu'elles jouent leur partie sur 2 identités qui ont en commun de participer de quoi ? De l'univers sensible, la forme et l'émotion. D'ailleurs, dans l'émotion, il y a motion, hein, il y a le mouvement, n'oublions pas. Donc la forme qui est affaire, je vais simplifier, de technologie, et l'émotion qui est affaire, pour simplifier, de psychologie, individuelle et collective. Alors, on me fera remarquer que là, je viens de définir l'art aussi. Hein, bon, c'est raccord. Mais bien entendu, il se trouve tout simplement que les industries culturelles sont la forme, toujours elle, qu'a pris l'art à l'heure d'une certaine économie et d'une certaine société. On va dire d'une économie, qualifions l'art, c'est simpliste, mais c'est quand même assez juste. Il se pourrait que la vérité fût simple, comme avait dit quelqu'un il y a bien longtemps, sur l'économie industrielle. Vous savez, justement, on revient aux fondateurs, là, Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin, et surtout, peut-être le méconnu Krakauer, la reproductivité mécanique. Bon. Donc les intuitions de l'école de Francfort, d'avant la catastrophe de 1933, parce qu'il y a ça, mais il y a aussi les grandes catastrophes politiques, il faut tenir les deux, montrent bien que nous sommes dans des logiques industrielles qui sont toujours présentes ce matin, évidemment, avec une culture dominante différente. Ça, c'est clair. Ça a toujours été comme ça. Et en ce qui concerne la société, je pense que la formule qui pourrait résumer, et ce n'est pas un oxymore, parce qu'en général, quand on pense que ce sont des oxymores, comme industrie culturelle, qui était un oxymore pour Adorno et Horkheimer, on se trompe. Ça veut dire que c'est sans doute particulièrement pertinent, parce que ça a l'air d'un oxymore. Mais je répète que c'était un oxymore pour eux. Eh bien, c'est l'individualisme de masse. C'est la situation de ce matin. C'est l'individualisme de masse. Les logiques individualistes qui se sont mises en branle avec une forme de modernité et la massification qui a été contemporaine de l'individualisme. C'est pour ça d'ailleurs que je fais remarquer que vous pouvez avoir 2 mouvements apparemment contradictoires. C'est ça la fameuse dialectique dont parlait Adorno et Horkheimer, puisque le livre s'appelait « La dialectique des Lumières ». Et c'est parce qu'il y a une apparente contradiction qu'il y a un mouvement. Et c'est vrai, individualisme de masse. Il faut tenir les deux. Vous pouvez dire, nous sommes une société individualiste, donc, et moi qui travaille dans les industries culturelles, j'en conclus que non, c'est individualisme de masse. Une société de masse, oui, mais aussi individualiste, etc. Les sciences sociales ont été fondées dans un contexte rationaliste qui posait que les acteurs des temps modernes étaient des acteurs rationnels. Elles ont, ces sciences sociales, l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, etc., volontiers confondu la raison, avec un grand R, avec les intérêts. Les intérêts, c'est absolument capital, bien entendu, dans l'observation historique, et pas simplement historique, des sciences sociales, mais ça ne se confond pas avec la raison. Il y a une logique de la raison, il y a une logique des intérêts. Il y a une raison des intérêts et des intérêts de la raison, mais ce n'est pas la même chose. Avec un certain retard, et un retard certain, les sciences sociales ont découvert l'émotion. L'émotion.
me rappelle de mon émotion il y a quelques années. Je connaissais déjà Pascal Thumbrel à ce moment-là, quand j'ai vu paraître les premiers textes en langue française sur émotion et politique. Émotion et politique. Ça faisait jaser. Aujourd'hui, on ne parle plus que de ça. On ne parle plus que de ça, quand de populisme, etc. Donc, retard, oui, mais découverte de l'émotion, sans laquelle ne se comprennent pas les industries culturelles dans leur fonctionnement. Et donc, ne s'organisent, ne se dirigent pas les mouvements culturels. Et par là même, les mouvements politiques. Quand je dis par là même, j'approche de ma conclusion, je voudrais rappeler que la grande résultante des croisements entre culture et économie, la grande résultante, c'est le politique. La crise de 1929 est d'un intérêt assez secondaire. Je dirais que les économistes standards se doivent de la connaître par cœur. Non, ce qui est important dans la crise de 1929, c'est une chose. C'est sa résultante politique en Allemagne. Eh oui. Bon. Donc, pensons à la résultante politique pour terminer. Et c'est là qu'il faut se poser la question de ces apparentes contradictions. Ce qui est clair, c'est sans doute la grande contradiction, et je répète que ce n'est pas péjoratif, hein, c'est un moteur actuel, et ça concerne l'UNESCO en particulier, mais pas que, c'est que vous pouvez avoir du même mouvement la poursuite de la mondialisation et la poursuite de l'identification, en particulier nationale, fermée. Parce que l'identification nationale n'est pas que fermée. Vous avez peut-être vu qu'en 2020, à 24 heures d'intervalle, vous avez eu la preuve de la mondialisation qui était en l'espèce virale, avec le grand texte de l'OMS annonçant que nous entrions dans un statut de pandémie. 24 heures après, montre en main, c'était l'entrée en application, sur une décision politique du peuple anglais antérieur, le Brexit. Il faut tenir compte des deux. Parce que si vous pensez que la mondialisation produit du mondialisme, permettez-moi en tant qu'historien de vous dire, réveillez-vous. Réveillez-vous. Je conclus, les chances de la culture de liberté comme celle de la culture d'autorité se jouent là dans tous ces croisements. On en a des preuves tous les jours. Si des industries culturelles ignoraient cette responsabilité qui leur incombe, encore de la responsabilité, si des acteurs économiques et financiers ignoraient cette contribution des industries culturelles à toutes les évolutions culturelles modernes, je n'ai aucun doute que ce ne sera pas la culture de la liberté qui l'emportera. Merci beaucoup pour cette, je dirais, cette intervention très inspirante pour beaucoup d'entre nous et d'avoir souligné effectivement cet oxymore sur l'industrie culturelle, en tout cas originelle, parce que nous, dans la finance responsable, on vit en permanence dans l'oxymore, et de dire que c'est probablement parce qu'on est dans l'oxymore qu'on fait bien les choses, en tout cas qu'on est sur un bon sujet.